Bonjour, bienvenue sur Mosaïque, la chaîne en quête du sens de l'actualité. Eh bien, le fossé se creuse, l'incompréhension grandit entre Israël et les nations. D'un côté, Israël réaffirme son droit légitime à se défendre, fait valoir la nécessité de conduire sa riposte jusqu'au bout pour éviter que le Hamas ne garde des positions finalement à Gaza. Et puis de l'autre, les nations, et les États-Unis compris d'ailleurs, comme le démontre leur récente abstention au Conseil de sécurité, ne sont pas d'accord. Les objectifs israéliens sont désormais jugés illégitimes. Les moyens mis en œuvre pour les atteindre sont qualifiés d'intolérables. Le Conseil de sécurité de l'ONU demande donc un cessez-le-feu immédiat. Comment est-ce qu'on peut rendre raison de cette incompréhension réciproque finalement et de la manière dont ce fossé dont je parlais est en train de s'élargir? Pour tenter de répondre à cette question qui enveloppe finalement toute notre actualité aujourd'hui, on est en compagnie de l'historien Jacques Ehrenfreund, qui est titulaire de la chaire d'histoire des Juifs et du judaïsme à l'université de Lausanne. Bonjour Jacques Ehrenfreund. Bonjour. Au départ, pendant un temps assez court, malgré tout, le soutien et la compassion furent au rendez-vous. Les puissances occidentales s'accordaient à considérer comme légitime donc la détermination d'Israël à écarter, à réduire la puissance militaire du Hamas. Et puis, assez rapidement, donc, le ton a changé. Si bien qu'aujourd'hui, comme je le disais, il n'y a quasiment plus d'État dans le monde pour soutenir encore Israël dans son choix de conduire sa riposte jusqu'à son terme. Alors, vous avez donné une conférence récemment dans le cadre d'un colloque qui était organisé au MAGE. D'ailleurs, cette conférence est reprise dans la revue K à laquelle vous collaborez par ailleurs. Il y aura un lien pour cette conférence dans notre description. Vous affirmiez que l'incompréhension que rencontre la guerre d'Israël a une source bien précise que vous identifiez, trouve sa source dans un rapport à l'histoire qu'il est urgent de ressaisir. Alors expliquez-nous comment vous pouvez nous éclairer sur cette incompréhension. Une question difficile parce que résumer une conférence assez longue en quelques phrases sera un peu difficile, mais disons, la chose qui nous a surpris tous, je pense, presque le jour même, le 7 octobre, ou le lendemain, ou le surlendemain, très peu de temps après, c'est que cet événement donc, dans lequel, pour la première fois, un pogrom se déroulait en Israël même, c'est-à-dire dans cet État qui, en principe, a été conçu pour que le pogrom ne se reproduise pas, que le surgissement du pogrom en Israël a été accompagné immédiatement par une vague d'hostilité aux Juifs en dehors d'Israël tout à fait sans précédent. Et c'est cette question-là qui interroge, et pour y répondre, il me semble on doit s'interroger sur le rapport à l'histoire qui se joue autour de cette coïncidence. Et le rapport à l'histoire a à voir avec le fait que l'histoire des Juifs est un enjeu crucial, qu'on en ait conscience ou que l'on n'en ait pas conscience. Ça a été un enjeu crucial pour les sociétés chrétiennes, et c'est un enjeu crucial aujourd'hui pour les sociétés modernes et même, j'ai envie de dire, post-modernes. D'autant plus crucial qu'elles en ont peu conscience de cet enjeu. L'histoire des Juifs est en fait une question capitale. Pour plein de raisons, alors je peux les expliciter si vous le souhaitez, pour plein de raisons qui sont en effet des raisons des raisons profondes. Vous voulez que je rentre dans Oui, vous pouvez nous le donner détail? succinctement, en tout cas, les principales têtes de chapitre. Alors, pour le christianisme, les Juifs, l'histoire des Juifs est cruciale parce que les textes juifs sont considérés par le christianisme à la fois comme absolument vrais et comme figuratifs essentiellement. Ils préfigurent ce que la vérité chrétienne fait advenir. Et à partir de là, il y a un décalage très profond dans le lien aux Juifs, dont le devenir est essentiel pour confirmer la vérité chrétienne. Et cet enjeu-là, qui est structurant pour l'ensemble du monde issu du christianisme, on aurait pu penser qu'elle disparaîtrait dans la modernité, mais cette question-là ne disparaît pas dans la modernité. Elle se rejoue différemment dans la modernité, mais l'histoire juive est principalement l'histoire de ce qui est arrivé aux Juifs
pendant la Seconde Guerre mondiale et aux yeux de la plupart des États occidentaux est un enjeu majeur parce que c'est des leçons correctes à tirer de cette histoire que découle la vision politique sur laquelle se construit l'Europe. Oui. Cette vision politique, c'est celle d'un continent dans lequel la guerre n'existe plus. Alors, on va reprendre ces deux points si vous voulez, parce qu'il faut bien peut-être les dissocier. Vous dites que pour comprendre donc le 7 octobre, comment le 7 octobre peut avoir enclenché cette vague sans précédent d'hostilité envers les Juifs, faut noter cette réapparition de l'antijudaïsme traditionnel, qui est distinct donc de l'antisémitisme, retour de l'antijudaïsme chrétien. Alors, vous dites qu'effectivement, l'histoire des Juifs parle pour les chrétiens, en ce sens que si l'histoire des Juifs se poursuit, et si les Juifs sont amenés à faire une guerre, par exemple, d'une certaine façon, ils invalident une partie du récit historique du christianisme. Est-ce que vous pouvez préciser cela? C'est exactement ça. La posture chrétienne traditionnelle face aux Juifs est celle de la perplexité. Pourquoi ces gens-là, dont les textes annoncent ce qui est advenu avec le Christ, pourquoi se sont-ils obstinés si longtemps et en fait, pourquoi continuent-ils à s'obstiner à ne pas comprendre ce que leurs textes disent? Ça, c'est l'antijudaïsme traditionnel. La société européenne est une société post-chrétienne dans laquelle les traces laissées par le christianisme sont à la fois profondes et inconscientes. La société européenne contemporaine est construite sur le plus jamais ça de la Shoah. Donc, l'histoire juive est à nouveau cruciale. Il a fallu tirer les conséquences de la destruction des Juifs d'Europe. Les conséquences que l'Europe a tirées de cette destruction, c'est la guerre doit être exclue à tout prix. Or, avec la guerre que mène Israël, qui est une guerre de défense, il apparaît à nouveau que les Juifs ne semblent pas tirer les bonnes conséquences de leur propre histoire, et là plus spécifiquement de l'histoire de leur destruction en Europe entre 1939 et 1945. D'où une incompréhension très profonde. Ça aurait été quoi la bonne leçon à tirer de la Shoah, selon vous, selon cette vision chrétienne? Eh bien, ne plus jamais faire la guerre, et l'horizon d'attente de l'Europe post-Shoah, c'est celui de l'intégration et peut-être d'une dilution lente des Juifs dans l'espace européen. C'est pour ça que je distingue l'antisémitisme de cette forme renouvelée d'antijudaïsme. Si vous voulez, l'antisémitisme, c'est une hostilité avérée et déclarée aux Juifs en tant qu'ils sont précisément en train de trouver leur place dans les sociétés européennes. C'est pour ça qu'il ne s'agit pas là d'antisémitisme dans le sens qu'a eu ce terme à partir du XIXe siècle, pour en fait désigner comme coupables ces Juifs qui cessaient d'être visibles dans l'espace public. Par contre, ce qui a repris du service, en quelque sorte, cette perplexité face à ce qui est interprété comme une incompréhension des Juifs quant à leur propre histoire, quant aux bonnes conséquences à tirer de leur propre histoire. Oui, c'est aussi l'idée du nationalisme peut-être qui est en cause, de maintenir une volonté de défense nationale finalement qu'Israël montre à l'Europe, qui a perdu cette notion en partie. Absolument, c'est toujours la question de la tension entre une affirmation d'universalisme qui est au cœur de la tradition juive, mais qui, dans la tradition juive, ne se déconnecte jamais de ce postulat que un point de vue particulier est en tension, certes, avec l'universalisme, mais n'est pas en contradiction avec l'universalisme. C'est cette tension-là que le christianisme a fait voler en éclats en proposant de substituer une église à un peuple. Hein, le Vérus Israël de l'église chrétienne, c'est aux yeux du christianisme le point d'aboutissement de l'histoire du peuple juif comme peuple, précisément, auquel se substitue une église, c'est-à-dire un ensemble auquel chacun peut adhérer. Les Juifs qui considèrent que l'événement christique n'est pas ce qu'en dit l'Église, eh bien, continuent à tenir à cette histoire
de ce peuple juif. Et c'est cette question-là qui se rejoue à nouveau aujourd'hui, alors qu'on pouvait la penser dépassée ou qu'on pouvait la penser dans une Europe très déchristianisée. On pouvait la penser Ouais. Et, surannée. et en écoutant bien, on peut entendre ces termes, ces adjectifs, ces qualifications de insupportable, insoutenable. Et il y a quelque chose qui est de la part du monde donc post-chrétien, mais encore anti-judaïque sur le mode chrétien, quelque chose qui fait qu'il n'est pas supportable que finalement le message du Christ est que le Messie ne soit pas que le Messie ne soit pas là, que négation du fait que l'ère messianique peut arriver avec le Christ. Absolument. C'est-à-dire que se joue là un rapport à l'histoire qui est très différent de part et d'autre de la ligne de fracture très ancienne entre le judaïsme et le christianisme. Parce que pour les juifs, l'histoire est sans cesse potentiellement une surprise. Alors que la vision chrétienne qui postule qu'avec le sacrifice christique, une nouvelle ère historique s'est ouverte, cette vision-là postule que le temps de la paix universelle et de la paix définitive est peut-être déjà arrivé. C'était l'espoir qui a ressurgi en Europe après la destruction des Juifs, et c'est les conséquences que l'Europe a tirées de cette destruction. C'est-à-dire qu'on s'est dit, voilà, nous avons accompli le pire, les conséquences à tirer de cet accomplissement sont d'exclure la guerre absolument et de faire régner une paix éternelle, même si sur le continent lui-même, depuis 2 ans, la guerre a fait retour, comme elle avait fait retour déjà en Yougoslavie il y a 30 Et ans. cela, évidemment, ça s'oppose à la vision juive de l'histoire, qui, elle, voit une histoire qui n'est pas encore aboutie, qui doit être en permanence construite pour qu'un aboutissement se produise effectivement, mais dans l'avenir. Absolument. Comme elle n'est pas encore aboutie, le point de vue particulier est encore, malgré tout, le seul à partir duquel on peut comprendre l'histoire. Or, depuis ce point de vue postmoderne, on veut arriver au point de vue universel directement. C'est cette histoire globale que tant de mes collègues historiens aujourd'hui pratiquent. C'est la volonté de s'élever directement au point de vue de l'universel, comme s'il était pleinement accessible à l'historien. J'ai plus modestement le sentiment qu'il ne l'est pas et qu'on ne peut pas accéder à l'histoire autrement que par un point de vue particulier, qu'il faut essayer de, bien sûr, objectiver le plus possible, mais que le point de vue particulier est indépassable en quelque sorte. Comment vous expliquez que cet anti-judaïsme, donc nouveau, le néo-anti-judaïsme, on peut dire, qui apparaît aujourd'hui du côté chrétien, s'associe si facilement quand même avec un antisémitisme qui s'origine, lui, dans la culture islamique. Il y a une sorte de collusion qui ne vient pas de la même origine. Mais parce que je pense que dans l'hostilité aux Juifs que professe le Hamas, par exemple, il y a un fondement religieux très, très important et qui est lui aussi un refus assez caractérisé de ce qu'il considère comme un particularisme juif. Donc, c'est pas si étonnant que cela. Et donc, se retrouvent sans doute des éléments communs. Oui, pour résumer, des deux côtés, l'histoire est terminée, quoi. Que ce soit pour le monde Absolument. musulman ou pour le monde chrétien, l'histoire est terminée. Il n'y a pas à vouloir à nouveau agiter la situation, faire des guerres, être insatisfait de la situation, vouloir améliorer la situation, ce que les Juifs, eux, ont gardé comme idéal, on va dire. Absolument. L'histoire est terminée et l'universel sans limite doit régner. Et pour le faire régner, il faut éliminer ceux qui semblent s'y opposer, donc les Juifs, donc Israël. Dans cette conférence, vous sembliez dire que la poussée de l'antisémitisme, aujourd'hui en Europe, menaçait la pérennité des communautés juives. Vous iriez jusque-là? Menacer la pérennité de ces communautés juives en Europe? Écoutez, les communautés juives en Europe sont l'ombre de ce qu'elles ont été
ne serait-ce qu'immédiatement après la fin de la Seconde Guerre mondiale, la démographie des Juifs européens est très inquiétante. S'il survivait en Europe 3 millions de Juifs après la Shoah, aujourd'hui c'est un peu plus d'1,2 million. La démographie des Juifs est une science un peu imprécise. Ça dépend comment on compte ces populations. En tous les cas, c'est un peu moins de la moitié des Juifs qui vivaient en Europe en 1945, qui vivent sur le continent aujourd'hui. Donc la crise démographique est évidente. Le départ de populations juives d'Europe depuis le début de ce 21e siècle est elle aussi patente. Donc oui, ce constat est évident. Mais ça, Alors, c'est dû au départ ou à l'assimilation. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a un danger direct de l'antisémitisme chrétien en Europe? alors je dirais, enfin, il me semble que empiriquement, on constate que l'expression de crainte, l'expression d'une inquiétude très profonde quant à l'avenir est assez généralement partagée par les populations des grandes communautés juives. La France, la Grande-Bretagne, où c'est tout à fait évident, mais même des communautés juives plus petites et peut-être, oui, là aussi, cette inquiétude est très largement partagée, même dans un État comme l'Allemagne, où là, l'État lui-même est très engagé d'une manière tout à fait différente de ce qu'il en est, de ce qu'il en va en France ou en Grande-Bretagne aux côtés d'Israël. Même dans cet État-là, l'inquiétude des différentes communautés juives allemandes est forte. Jacques-Hélène Freund, vous habitez à Lausanne, donc, en Suisse. Très récemment, il y a une manifestation organisée par le collectif Lausanne-Palestine, dont le mot d'ordre était d'ailleurs Stop génocide à Gaza. Et cette manifestation est partie de l'esplanade de la cathédrale de Lausanne. Alors, vous avez réagi, vous avez fait une tribune dans un journal local pour dénoncer le choix de ce lieu pour démarrer le défilé. Est-ce que c'est vrai aussi pour les Juifs en Suisse, par exemple, cette sensation de menace? Mais c'est vrai pour les Juifs en Suisse. C'est compliqué parce que sécuritairement, la situation est sans doute un peu plus favorable pour les Juifs en Suisse. Et pourtant, la communauté juive de Suisse a cette particularité depuis longtemps déjà d'avoir un taux d'alia extrêmement important. C'est une particularité tout à fait intéressante puisque on estime que la moitié de la population juive suisse vit en Israël. Et dans le cas de la Suisse, c'est jamais ni pour des raisons économiques et sans doute pas non plus pour des raisons sécuritaires. C'est donc un ensemble d'autres éléments qui expliquent cette particularité, mais qui reflètent, à mon sens, de façon tout à fait exemplaire, ce qui se produit à l'échelle du continent. C'est-à-dire que depuis 1945, la question de la place des Juifs dans cette société, dans ces sociétés européennes, cette question-là est loin d'avoir trouvé sa solution. Au contraire, elle se pose de manière aiguë, même quand elle n'est pas accompagnée de défis de type économique ou de type sécuritaire. Alors, je vais revenir sur la Shoah, parce que vous citez dans cette conférence un historien d'origine israélienne, d'ailleurs, qui enseigne aux États-Unis, qui s'appelle Omer Bartov, qui est un spécialiste de la Wehrmacht, de la Shoah en Galicie, de la Shoah en Galicie orientale, donc c'est-à-dire l'Ukraine actuelle approximativement. Quelques jours après le 7 octobre, il expliquait que le massacre était exclusivement une conséquence de la politique israélienne qui sème le vent, récolte la tempête, qui répétait donc dans la presse internationale. Le massacre, les enlèvements du Hamas étaient certes condamnés, mais ils étaient mis en série dans une causalité mécanique avec l'occupation israélienne de la Cisjordanie. Alors pourtant, là, on a affaire à un historien juif, d'origine israélienne même, qui a priori n'est pas imprégné de cet antijudaïsme chrétien dont vous parlez, et pourtant, il semble partager cette même position. Comment vous l'expliquez? Je peux plus décrire le phénomène que l'expliquer. En réalité, j'ai du mal à le comprendre moi-même. Parce que vous avez tout à fait raison, c'est un historien israélien dont une partie de l'œuvre est absolument remarquable. Il a fait
une micro-histoire de la Shoah à Buchach. Buchach, c'est à la fois la ville dans laquelle est né, a vécu Agnon, le grand écrivain, le grand écrivain prix Nobel de littérature, Agnon, et la mère de l'auteur. Et donc, il fait une analyse en termes de micro-histoire de ce qui s'est passé dans cette petite société ukrainienne qui est tout à fait remarquable. Et en même temps, il y a une mobilisation politique chez l'historien qu'on peut décrire quasiment comme post-coloniale, une obsession de l'idée, une obsession autour de l'idée que la colonisation israélienne en Cisjordanie est la mère de tous les crimes. Et en réalité, presque le seul crime qui vaille véritablement le coup d'être pris en compte pour comprendre la situation au Moyen-Orient, puisque c'est à travers lui, c'est à travers ce crime-là que la totalité de la situation est expliquée. D'où les conséquences qui sont celles d'une neutralisation d'une volonté de déconnecter radicalement la Shoah et l'histoire israélienne, qui est tout à fait étonnante. C'est-à-dire que Omer Bartov, immédiatement après le 7 octobre, s'est répandu dans la presse mondiale, américaine et européenne, pour expliquer qu'il ne fallait surtout pas, voir dans le 7 octobre quelque chose qui pouvait ressembler à un pogrom, que le pogrom était d'une nature tout à fait différente et que historiquement on ne pouvait pas parler de pogrom. Mais c'est tout à fait surprenant que précisément les historiens dont on aurait pu s'attendre à ce qu'ils soient particulièrement attentifs à la dimension de pogrom qu'avait le 7 octobre. Dimension qui est apparue très nettement à tous les observateurs un peu attentifs, que lui précisément se mobilise pour neutraliser cette possibilité-là. Alors comment expliquer ça? Eh bien, il avait, au mois d'août, il avait été à l'origine d'une pétition qui avait eu un succès assez considérable un peu partout à travers le monde, qui s'appelait L'éléphant dans la pièce, et dans lequel il critiquait, il invitait les gens qui signaient la pétition à critiquer très très intensément ou très durement la politique israélienne dans les territoires occupés, et il la qualifiait, c'était ça l'innovation, il la qualifiait de politique d'apartheid. Et cette pétition avait reçu le soutien de gens tout à fait inattendus, parce qu'on trouvait dans les signataires de cette pétition à la fois les antisionistes un petit peu traditionnels, mais aussi, pour la première fois, des sionistes de gauche beaucoup plus classiques parmi les intellectuels juifs et israéliens. Et un mois et demi après cette pétition, le 7 octobre se produit, et quelques jours seulement après le 7 octobre, il a proposé un nouveau texte qui reprend le postulat de son texte précédent, qui a eu un succès beaucoup moins important cette fois-ci, parce que toute une série des gens qui avaient signé la première version du texte avaient pris conscience que le 7 octobre avait profondément changé les choses, que le 7 octobre nous forçait à comprendre la situation d'une façon complètement renouvelée, que de ne pas prendre la mesure de ce qui avait été transformé, c'était ne pas accomplir son travail d'historien. Et en réalité, lui est resté sur cette ligne que la colonisation israélienne de la Cisjordanie est le problème presque unique. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas un problème, mais aux yeux d'Omer Bartov, c'est le problème exclusif duquel découlent tous les autres. Et il y a aussi de nombreux... Bon, il y a l'apartheid, la colonisation, et il y a aussi de nombreux historiens du génocide donc, qui ont par ailleurs dénoncé l'opération militaire israélienne comme porteuse aussi d'une dimension génocidaire. Vous expliquez que l'inversion, c'est un mode opératoire traditionnel de l'antijudaïsme. Peut-être qu'on peut dire un petit mot là-dessus, sur ce procédé d'inversion. Oui, tout à fait. C'est-à-dire pour justifier des exactions les plus terribles qui étaient menées contre les Juifs, on a fait deux choses. On les a toujours rendus coupables de ce qui leur arrivait. Et c'est exactement ce qu'on a fait dès le 7 octobre. C'est-à-dire que dès le 7 octobre,
une des modalités pour faire disparaître le caractère radicalement nouveau de ce qui venait de se produire a consisté à dire ça n'est qu'une énième étape d'un très vieux conflit. Donc il faut le remettre dans son contexte. Et Israël est responsable de ce qui vient de lui arriver, précisément, comme le disait Omer Bartov, parce que la colonisation israélienne de la Cisjordanie explique le Hamas. Bon. Rendre Israël coupable de ce qui lui arrive. Bon. Et le deuxième élément, c'est l'inversion accusatoire dans le sens où on postule toutes sortes de choses terribles que l'on assigne aux Juifs. Les exemples médiévaux les plus courants sont avant les expulsions du Moyen Âge ou avant les massacres du Moyen Âge, on accusait les Juifs d'empoisonner les puits ou l'accusation de meurtre rituel, celle qui a commencé à se propager en Europe à partir du XIIIe siècle. Cette accusation-là était toujours celle qui permettait ensuite les actions répressives les plus violentes à l'égard des Juifs. Et d'une certaine façon, on assiste à ce type d'inversion dans les accusations qui sont portées contre Israël de se rendre coupable, là, maintenant, de génocide. Ce qui est évidemment une accusation absolument terrible et une accusation qui, empiriquement, aussi critiquable que soit la modalité de la riposte israélienne, et de ça on peut discuter, mais en tous les cas, s'il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il ne s'agit pas d'un génocide qu'Israël serait en train de mener contre les Palestiniens. Alors, pour ressaisir un peu l'ensemble de ce que vous venez de dire, Jacques Ehrenfreund, on peut dire que vous parlez d'une crise, une véritable crise de la profession d'historien, car l'historien, selon vous, c'est celui qui doit être à même d'identifier un événement lorsqu'il se produit, de repérer en quoi il constitue ou non une inflexion dans le déroulement normal du temps. Les historiens d'aujourd'hui semblent donc avoir majoritairement failli dans cette identification. Cette crise de la profession d'historien, qu'est-ce qu'on peut en dire? Est-ce qu'elle ne s'inscrit pas plus largement finalement dans une crise de la civilisation occidentale qui perd ses capacités de repérer les choses, des repères en général? Disons plus modestement, parce que sur la civilisation occidentale dans son ensemble, je dirais simplement que la profession d'historien est construite sur l'hypothèse que l'historien s'adresse à un groupe auquel il est lié par un lien intime, ce qui le force à adopter une perspective pour décrire l'histoire. Une fois qu'il a reconnu qu'il adoptait cette perspective, il doit veiller à ce que son travail soit rigoureux et qu'il réponde aux critères de la scientificité, c'est-à-dire de l'analyse critique des sources. Mais les historiens aujourd'hui pensent pouvoir s'émanciper du point de vue. Et c'est cette crise que je pointe. Je pense qu'on ne peut pas s'émanciper du point de vue, que l'historien est celui qui s'adresse à un groupe spécifique auquel il est lié par un lien intime, qu'il doit faire son travail en tentant de neutraliser sa subjectivité, c'est-à-dire de vérifier ses affirmations et de vérifier à ce qu'elles soient conformes à la recherche, à ce qui est démontrable à travers des documents que l'on analyse de manière critique. La crise provient du fait que l'on n'assume plus ce point de vue particulier. Oui. Et que les historiens aujourd'hui cherchent à parler, comme je le disais tout à l'heure, directement depuis un point de vue en quelque sorte non situé, un point de vue universel ou un point de vue global. Supposé objectif. C'est la même chose un peu pour les journalistes aussi, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de neutralité surplombante, d'objectivité surplombante qui finalement est la pire des idéologies aussi peut-être. Absolument, c'est-à-dire qu'elle permet l'irruption de l'idéologie, puisque elle n'est plus sous contrôle, puisqu'on parle d'un point de vue qui n'est plus situé. Et en réalité, pour les historiens, c'est assez grave comme effet, parce qu'ils ont perdu, en procédant de cette manière, ils ont perdu une partie importante de leur public, parce qu'une partie importante du public ne trouve plus dans les travaux de beaucoup d'historiens de nourriture pour se comprendre eux-mêmes, ce qui est quand même
la première vocation de l'histoire, aider un groupe à se comprendre à travers son passé, à essayer de comprendre le produit de quel passé il est, ce groupe. Jacques Ehrenfreund, vous êtes donc un juif européen vivant en Suisse. Comment vous voyez votre avenir personnellement? Alors, titre personnel, je suis un juif israélo-suisse. J'ai longtemps vécu en Israël. Je suis citoyen aussi de ce pays. C'est une question difficile. On est en train de vivre un moment de crise que personne n'avait anticipé et qui nous amène à nous interroger sur les conditions de possibilité de poursuivre cette histoire des Juifs d'Europe. En tous les cas, les défis qui se présentent à nous sont des défis importants et auxquels il me semble que ma génération ne pensait pas devoir être confrontée. Est-ce que nous serons capables de relever ces défis? L'avenir le dira, mais en tous les cas, la condition pour que nous en soyons capables, c'est déjà de les saisir et de les comprendre de manière pertinente, le plus pertinente possible. Merci de nous y avoir aidés aujourd'hui. Merci beaucoup, Jacques Ehrenfreund, d'avoir accepté l'invitation de Mosaïque. Merci à tous pour votre attention. Merci. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo et pour suivre nos prochaines interviews, eh bien, vous pouvez vous abonner à Mosaïque. C'est très simple, il suffit de cliquer sur le bouton ci-dessous.